Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur d'être ici ce soir pour pouvoir présenter et partager mes réalisations avec vous tous. Alors, j'espère pouvoir le voir depuis ma place. Donc, avant de vous présenter mes projets, je crois qu'il est très important ici de partager avec vous un peu le lieu d'où je viens, parce que la terre, le climat, la culture, l'histoire ont beaucoup à voir avec la façon dont je conforme mon architecte. Ils ont beaucoup d'influence et j'y puise de nombreux ingrédients et je le travaille dans mon architecture, dans ma réalisation. Donc, voilà le Bangladesh. Je vais vous expliquer un petit peu. Ici, cette ceinture que vous voyez ici, c'est en fait la cordillère de l'Himalaya. Et de l'Himalaya, il y a deux grands fleuves, l'un le Brahmaputra et l'autre est le Gange. Et ces deux fleuves débouchent dans la baie du Bengale pour se jeter dans l'océan Indien. Eh bien, cela crée un delta. Et ce delta, le delta du Gange, est le plus grand delta du monde. Et c'est là où se trouve le Bangladesh. C'est donc un pays fait de rivières, de fleuves. Nous en avons environ 700 rivières qui courent et traversent tout ce pays. Et étant donné que c'est un delta, en fait, il s'agit en réalité d'une sorte de terre sur l'eau. L'eau et la terre, eh bien, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. On peut voir la douceur, la malléabilité du sol. En fait, c'est des alluvions portées par l'eau qui s'accumulent et donc la terre est extrêmement molle, friable, douce. Donc la terre est donc très, très douce, très molle et très fragile, étant donné que les fleuves, les rivières forment et déforment et reforment et érodent parfois, et à nouveau la terre émerge. Donc toute cette notion de jouer avec l'érosion, l'émergence de terre est quelque chose qui crée une sorte de jeu avec le paysage et à la façon dont les gens pensent et travaillent. Donc voilà, regardez l'eau pendant la période de la mousson, ce qui est l'eau pendant la période de la mousson et de la terre en période sèche. Il n'y a pas de limite entre l'eau et la terre, c'est-à-dire que la terre peut se transformer en terre sèche où l'on peut cultiver et l'eau donc devient terre. Donc c'est quelque chose qui n'est pas permanent. Il y a une sorte d'impermanence du paysage qui joue un rôle extrêmement important dans la façon dont les gens pensent, dans leur psyché, et ça c'est extrêmement important. Vous pouvez voir donc que c'est un territoire extrêmement fertile, ce territoire alluvionnaire, et donc, et bien entendu, les cultures sont une principale occupation des personnes. Donc, nous avons beaucoup d'eau, 700 rivières, comme je vous l'ai dit, et c'est surtout une vie autour de l'eau qui est vraiment fondée sur l'eau. Et comme je vous ai parlé de cette impermanence des choses, d'informalité. Ce sont deux aspects fondamentaux qui conforment la vie des individus dans le pays. Et vous voyez cette image que je trouve magnifique, très attirante. Ce que vous voyez ici, c'est très vert. En fait, c'est de l'eau. Voilà, c'est de la jacinthe d'eau que vous voyez ici clairement. Et très souvent, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de flux, de courant dans l'eau, surtout au cours de la période sèche, eh bien, ces jacinthes d'eau se développent. Et parfois, les buffles ne peuvent pas porter les personnes d'un lieu, d'une rive à l'autre, et en fait, les bateaux. Et en fait, comme les bateaux ne peuvent pas se déplacer sur l'eau, eh bien, on joint tous les bateaux les uns contre les autres, et c'est une sorte de pont de bateau. C'est une façon qui explique un peu la négociation permanente qui existe ici entre l'eau et la terre. Cette idée de vivre avec la nature et pas essayer de s'y opposer ou essayer de la transformer
en quelque chose qu'elle n'est pas, au contraire, essayer de s'en accommoder. Vous voyez ici, c'est l'optimisation de tout ce que l'on a. En réalité, on n'a pas besoin de grand-chose et vous voyez ici tous ces éléments qui apparaissent sur cette image. En fait, eh bien, ici, c'est un coiffeur, comme vous pouvez le voir. Le climat. Le climat, là encore, c'est un élément fondamental de notre vie. C'est un climat subtropical, comme vous pouvez le voir ici. Le tropique du Cancer traverse le Bangladesh. Il se trouve quasiment au milieu du pays. Donc, nous avons un climat subtropical. La pluie, bien entendu, pendant les mois d'été, c'est quelque chose que nous considérons comme une bénédiction. Et c'est merveilleux. Et les gens célèbrent la pluie. Et là, également, nous avons 5 à 6 mois de saison sèche avec beaucoup de poussière en raison de la nature extrêmement fragile et légère de la Terre. Mais nous avons surtout un climat très modéré. Il n'y a pas de température très élevée ou très basse. Disons que dans l'ensemble, la moyenne est d'environ 29 à 30 degrés tout au long de l'année, en moyenne. Donc, on peut vraiment avoir l'espace entièrement ouvert. Et l'idée du pavillon est probablement la construction idéale qui s'accommode parfaitement de notre climat. Sur cette image, ici, c'est une peinture du Bangla-Lagini où l'on peut voir que ce dont on a vraiment besoin, c'est une sorte de piédestal qui vous donne suffisamment d'espace, qui vous permet d'être au-dessus de l'eau, et donc avec une plinthe, et puis finalement un toit au-dessus de la tête. Ce sont les deux éléments qui sont essentiels pour pouvoir vivre dans notre paysage, dans notre territoire. Voilà pourquoi vous verrez que la plupart du temps, ce que nous faisons, ce sont des constructions de forme de pavillon. C'est-à-dire qu'on efface légèrement les formes, quelque chose que l'on ne voit pas réellement en Europe. Ici, vous avez besoin de tout fermer et d'avoir la possibilité de fermer en raison des climats extrêmes. Et nous, en raison de nos températures extrêmement tempérées, nous pouvons maintenir l'espace ouvert. Et c'est quelque chose que j'ai fait dans la plupart de mes projets. Essayer de travailler avec cette idée du pavillon, c'est-à-dire voir comment l'on peut faire entrer l'extérieur à l'intérieur de l'espace. Voilà donc un projet qui a été réalisé réellement au début de ma carrière, au début des années 90, 94, 95. Et ici, comme vous pouvez voir, c'est un espace, un patio, et étant donné que l'on ouvre les portes, cela devient une sorte d'espace unique où l'intérieur et l'extérieur se confondent. Donc cette notion de pavillon au sein de l'architecture est quelque chose sur lequel j'ai très souvent travaillé. Ici, là encore, un nouveau projet. Vous voyez, c'est un projet qui se trouve situé à peu près ici. C'est l'une des principales artères de la ville de Dhaka qui va vers le sud, très congestionnée, beaucoup de circulation dans les rues. Quand nous avons commencé à travailler sur ce projet, c'est une habitation résidentielle de 12 habitations. On travaille avec 12 étages où l'on travaille sur cette idée de l'espace, de l'air, et pour lutter également contre l'humidité, il faut que l'espace respire. Ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons essayé d'ouvrir les côtés, vraiment de façon latérale, ce qui donne l'impression aux personnes qui se trouvent dans la rue, dans les embouteillages, eh bien, une sorte d'élément à regarder. Et en même temps, c'est une façade qui respire. Elle permet à l'air d'entrer à l'intérieur du bâtiment. Il a une fois de plus cette forme de pavillon, c'est-à-dire que l'on absorbe, on inspire l'air et l'on efface les contours. C'est exactement ce que l'on souhaitait, bien entendu. Voilà, c'est un projet en développement. Voilà ici un petit peu à quoi ressemble ce bâtiment aujourd'hui. Ici, une vue de côté.
Ici, un concept tout à fait semblable sur lequel nous avons travaillé dans un autre bâtiment qui n'est pas encore terminé. Nous avons rencontré quelques difficultés car le client, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à vendre la terre après avoir commencé les travaux. Donc nous avons été interrompus, mais heureusement nous pourrons les terminer. Il s'agissait ici d'essayer de couper le bâtiment pour laisser l'air entrer et le rendre aussi ouvert que possible de façon à ce qu'il puisse respirer. Les patios pour nous sont très importants, aussi bien dans notre pays que dans l'architecture, parce que les patios sont les lieux où l'on peut respirer, cela permet de respirer. Je crois que ce patio sont toujours, et même ici, lorsque je me promenais aujourd'hui dans Paris, j'ai vu également des cours intérieures magnifiques et c'est vraiment le cœur, l'âme de tout bâtiment où que l'on aille. Et je crois que c'est quelque chose que l'on partage, que l'on a en commun. Alors pour nous, c'est très important parce que c'est le lieu qui laisse l'air respirer, entrer et sortir. Il faut comprendre que l'air est essentiel pour nous en raison des forts taux d'humidité. Il faut avoir un flux d'air constant, d'avoir des courants d'air. L'espace doit être un espace respirable. La peau du bâtiment doit pouvoir respirer. Donc, cette respirabilité est extrêmement importante pour nous. Ici, vous voyez, c'est une sorte de cour intérieur que j'ai appliqué dans de nombreux projets. Comme vous pouvez voir, lorsque l'on a un volume assez élevé dans un atrium, le volume élevé permet de créer cet effet d'aspiration, c'est-à-dire que l'air chaud monte et cela assèche l'air qui entre et sort. Donc, on a ce flux d'air constant, ce courant d'air constant. C'est quelque chose que vous voyez ici, un volume assez élevé de ce patio dans un projet qui est assez récent ici. Et là encore, dans un autre bâtiment, nous avons une cour centrale et puis des cours également latérales. C'est un plan un peu grec à 9 cours. 9 patios, voilà la réalisation finale qui a été faite en briques. Et vous pouvez voir que ce sont les angles qui permettent à l'air d'entrer et sortir, et puis également ce volume élevé au centre qui permet à l'air de s'échanger, de respirer. Et puis il y a des espaces pavillonnaires où l'on peut s'asseoir, on peut jouer, se détendre. Ici, c'est un projet qui n'est pas encore réalisé, mais nous avons remporté le premier prix et donc c'est avec plaisir que je vous le montre et que je le partage avec vous. Voilà le site où il sera implanté pour le projet qui est l'ambassade franco-allemande qui n'est pas presque terminé. Ce n'est pas nous qui l'avons dessiné, c'est un autre architecte français. Mais ce que nous avons fait dans ce projet, comme vous le savez, les ambassades, et particulièrement ce projet d'ambassade est très intéressant, étant donné que les Français et les Allemands ont décidé de construire une seule et même ambassade. Et c'est le site pour nous, si je reviens donc en arrière, je suis désolée. Voilà, ici, vous voyez le site où il a été implanté, ici, voilà, exactement ici. Et voilà l'école française à l'arrière. Et c'est un quadrilatère, c'est-à-dire c'est une sorte de lotissement en quadrilatère. Lorsque on a environ une distance assez réduite qui donne peu d'espace pour avoir cette empreinte, pour pouvoir implanter toutes les zones de haute sécurité, notamment où doit se trouver l'ambassadeur. Donc, il faut les réaliser. Ici, nous avons à nouveau créé cette cour intérieure dont je vous ai parlé, qui est une sorte d'atrium. Nous avons coupé les coins de façon à faire entrer la lumière et la ventilation en même temps. Et également, tous les bureaux qui ont été placés de part et d'autre, de façon à entourer cet atrium. Vous voyez une section ici. Vous voyez que nous avons le volume de l'espace central de l'atrium et puis tous les bureaux qui se trouvent sur les côtés. Et voilà la proposition que nous avons présentée pour l'ambassade franco-allemande. Nous avons remporté le premier prix avec une autre entreprise française, un autre cabinet français, mais c'est à eux qu'a échu le projet et ils sont sur le point de le terminer. Mais voilà quelque chose que j'aime beaucoup. En tant que matériau, la brique est pratiquement le seul matériau que nous avons parce que c'est un delta
Et le delta, en tant que delta, n'a aucune pierre, n'est-ce pas? Nous n'avons que la terre, la vase, la boue. Et donc, en général, eh bien, on utilise la terre. Et lorsque l'on fait cuire la terre, eh bien, on obtient de la brique. Et la brique est notre matériau. Ici, nous avons un monastère bouddhiste du XIIIe siècle. Et nous avons tous ces monastères qui ont été construits en briques au cours des époques, qui montrent que c'est réellement le seul matériau qui a été utilisé. Voilà, la terre cuite, comme vous pouvez le voir, qui est également réalisée à partir de terre cuite, donc de la brique. Et vous voyez, nous utilisons énormément la brique parce que nous avons vraiment des matériaux, de la brique d'une qualité remarquable, et nous avons également des maçons d'extrêmement bonne qualité, et puis également des réalisations faites à main dans la plupart de nos réalisations, notamment dans les bâtiments, même très grands. Tout est fait à la main. Il y a donc beaucoup de travail manuel, ce qui signifie beaucoup d'imperfections. Mais il y a une réelle beauté dans l'imperfection, et il faut comprendre cela, et il faut également le célébrer, il faut le fêter, et c'est quelque chose que j'adore. Vous voyez ici ce verre qui est intégré dans la brique. Ici, nous avons des maçons spécialistes de la brique. Nous avons les femmes également qui travaillent dans l'industrie du bâtiment. Et voilà ici les maçons qui travaillent avec moi, spécialistes de la brique. Ils viennent de la partie septentrionale du Bangladesh, où c'est une véritable tradition. Et voilà, les travaux, le travail qu'ils réalisent est vraiment unique, magnifique. Voilà encore une personne qui travaille avec moi depuis un certain temps. Et voilà, toutes les réalisations qui ont été faites à la main, complètement, avec des pierres. C'est son travail, c'est ce qu'il a fait lui-même. Et je pense, voilà pourquoi nous essayons de vraiment célébrer ce travail manuel avec toutes ces imperfections. Et très souvent, eh bien, ce n'est pas facile de leur donner un dessin parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre. Ils ont la compétence, mais ils n'ont pas la connaissance. Donc, il faut donc leur dessiner quelque chose de simple. Et il y a un rapport très proche entre l'architecte et celui qui est chargé de la construction. Ici, il faut avoir une remarquable relation, une bonne connexion, comme on dit en anglais, entre les personnes qui vont réaliser les projets d'architecture. C'est une relation presque familiale. Voilà Dhaka, c'est ce que vous voyez ici. Voilà Dhaka, et nous avons ici les eaux basses, toute cette orographie qui l'entoure, ici le Parlement, l'aéroport, et vous voyez comment la ville est extrêmement dense. Elle a été construite avec une forte densité, 16 millions de personnes sur 300 km². C'est une des villes les plus denses et qui se développe le plus rapidement dans le monde. Vous voyez ici, les zones vertes sont extrêmement limitées. Ici, il y a comme des petites taches vertes. Voilà un espace vert assez important où se trouve l'un de mes projets. Je vais vous en parler un petit peu d'ailleurs. Voilà le paysage de la ville de Dhaka, qui ne cesse de se développer. Il y a environ 45 000 personnes au kilomètre carré dans la ville de Dhaka. Donc vraiment, vous pouvez imaginer la densité. Alors vraiment, il faut comprendre l'échelle à laquelle on se place, cette notion de densité. Lorsque l'on construit quelque chose là-bas, comment construire? Et ça, c'est un véritable défi pour nous. Alors, ce que nous faisons très souvent, nous essayons de créer de l'ordre dans le chaos. Je crois que c'est important. Un autre élément, c'est que quand on n'a nulle part où regarder, on n'a pas d'espace, il n'y a aucune verdure, eh bien, il vaut mieux regarder vers l'intérieur que vers l'extérieur et essayer de répondre à cette exigence que représente l'informalité, la notion
informel, c'est un véritable défi. Donc voilà la ville de Dhaka, comme vous pouvez la voir, l'un des lieux les plus denses. Et l'un de mes projets se trouve exactement ici, quelque part au centre de tout ça. C'est l'une des zones destinées, disons, à des revenus très bas, avec des habitations informelles, des implantations informelles qui existent depuis un certain temps. Le gouvernement n'a fait rien pour y remédier. Et là, les députés m'ont proposé de construire un centre pour la communauté, pour le voisinage, pour le quartier. Il y a très peu d'espace. Tout est très dense. On a trouvé un tout petit espace, comme je vous l'ai dit. Il manquait réellement de services publics et donc les députés m'ont demandé de créer vraiment un centre pour le quartier. C'était un coup de fil. On m'a demandé de présenter un projet dans l'espace de 1 ou 2 semaines. Nous avons fait quelque chose en disant, bon, on va essayer de dessiner quelque chose rapidement et on va lui proposer à ce député, parce que pour lui, c'était un grand élément de sa campagne pour sa réélection. Voilà, c'est un projet. Nous avons présenté quelques espaces qui devaient être utilisés à différentes fins. Donc, les services à l'espace, je n'avais pas la possibilité de rentrer dans tous les détails. Et je ne me suis même pas rendue sur place. Il m'avait donné qu'une semaine. Voilà, nous lui avons donné un projet en 3D. Nous ne pensions pas qu'il réaliserait un bâtiment de cette taille-là, vraiment. Et puis, on n'a pas entendu parler de lui pendant 3 ou 4 ans. Et au bout de 4 ans, soudain, un nouvel appel téléphonique. Et là, ils avaient commencé à établir les fondations. Là, vraiment, quand on travaille au Bangladesh, il faut être prêt à se retrouver devant une situation comme celle-là. C'est-à-dire, je ne m'étais jamais rendue sur place, donc ce n'était pas quelque chose qu'on pourrait imaginer, n'est-ce pas, d'un bon architecte. Donc, il fallait qu'on court sur place pour voir exactement ce qui se passait. Nous nous sommes rendus compte que, bon, ça allait, comme je vous ai dit, et j'ai toujours essayé de répondre à l'exigence que représente l'ordre dans le chaos. Et voyez, c'était un chaos tout autour. Et voilà le bâtiment qui en est sorti, qui est sorti de terre. Ce n'était pas si difficile que ça dans la mesure où vraiment là, il est en cours de construction et il n'a pas été encore terminé. Mais vous voyez le paysage, vous voyez la ville, la densité de la construction. Et puis tout d'un coup, il y a ce petit espace d'où surgit le bâtiment. Pour nous, finalement, ce n'était pas si mal. La réalisation n'est pas si mal que ça. Voilà, on est en cours de construction, comme vous pouvez l'apprécier. Donc l'ordre dans le chaos, comme je vous l'ai dit, c'est en tout cas ma notion de l'architecture, particulièrement en travaillant à Dhaka. Donc avant de vous présenter le projet suivant, je crois que c'est très important que vous ayez une petite notion de l'histoire du Bangladesh et comment le pays est né. Si vous savez, bien entendu, le Bangladesh faisait partie du sous-continent indien. Voilà la carte du sous-continent indien qui intègre l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. Et ces 2 cartes montrent ici, cela a été réalisé au cours de l'époque coloniale de l'Empire britannique, le Commonwealth, et donc c'est en 1909. Ici, il montre le consensus existant entre les populations hindoues et musulmanes. Les zones donc foncées, vert foncé, ce sont les zones qui sont densément peuplées par des populations musulmanes, quelques-uns ici, et les zones en rouge foncé montrent les populations indiennes, la prévalence de populations indiennes. Et partant de ça, tout le sous-continent indien a été divisé en 1947, et vous voyez ici que l'Inde et le Pakistan ont été créés. Cela a été l'une des migrations forcées les plus grandes qui ait jamais eu lieu au cours de l'histoire de l'humanité. Le Bangladesh, à l'époque, s'appelait Pakistan oriental, qui a été cassé, séparé du Bengale. C'était une région très importante. Et
à partir de la région du Bengale, on a dessiné le Bangladesh. Vous voyez, la ligne rouge montre ici ce qu'était le Bengale auparavant et ce qu'est le Bangladesh aujourd'hui. Et ma famille vient de cette petite poche ici. Ils ont été déplacés de là vers Dhaka parce que nous sommes originaires de la partie musulmane et bien que cela ait été une zone très à domination musulmane, elle est devenue hindoue et donc nous avons dû nous déplacer de cette zone vers Dhaka. Et ça, c'est une petite réminiscence de la vieille maison qui est toujours avec nous. C'est mon lien avec le passé. Donc, à partir de 1947 jusqu'en 1971, voilà l'histoire qui est une histoire de lutte entre ces deux nations, l'une qui était le Pakistan et le Pakistan oriental et le Pakistan occidental étaient séparés d'environ plus de 700 kilomètres. Et donc, en dehors de cette notion de religion, il n'y avait rien de commun entre nous. Nous ne partagions ni la même langue, ni la même culture, même l'histoire était différente. Donc, il y avait une lutte permanente entre les deux parties du Pakistan. Et finalement, en 1971, le Bangladesh, qui était donc le Pakistan Est, le Pakistan oriental, a été libéré. Et nous avons eu une guerre extrêmement intense qui a duré pendant 9 mois, entre le 25 mars 1971 jusqu'au 16 décembre 1971. Et après cela, eh bien, le Bangladesh est devenu une nation libre et souveraine. Et en 1997, lorsque j'étais en 2e année, après avoir eu mon diplôme, il y a eu un appel d'offres de la part du gouvernement, un concours pour réaliser le monument de l'indépendance et le musée de l'indépendance. Et nous avons donc décidé de concourir et nous avons remporté ce concours et nous avons pu réaliser tout ce projet. Je crois que la raison pour laquelle notre projet a été choisi est importante à comprendre. Vous voyez la ville de Dhaka ici et vous voyez les zones densément construites. Et là, c'est le lieu où se trouve le site où doit être implanté ce bâtiment. Si je vous raconte un peu l'histoire de ce site, voilà notre projet ici, comme vous pouvez le voir. Je vais vous expliquer un petit peu toute son histoire. Le site, au cours de la période britannique, était un hippodrome. Le 7 mars 1971, il est devenu l'un des lieux les plus importants où a eu lieu où Sheikh Mujibullah, le père de la nation, a déclaré que notre lutte devait être une lutte pour la liberté, ce qui a vraiment provoqué la guerre. Et le 16 décembre, c'est là où les forces pakistanaises se sont rendues aux forces du Bangladesh indien. Et voilà, c'est donc très important pour nous. Et aujourd'hui, tout mouvement d'occupation, tout mouvement culturel, tout a lieu toujours sur ce même terrain. Donc c'est un lieu de mémoire très important. C'est un petit peu le cœur de la ville. Et c'est là où devait être situé ce musée, ce mémorial. Mais là, il faut vraiment comprendre une fois de plus que c'est peut-être la seule zone verte vivante, existante encore que nous avons. Donc, il y a un parc ici, voilà, une route qui l'entoure. Et ici, tous les bâtiments qui se trouvent sur les bords, ce sont des bâtiments publics, d'administration. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est utiliser l'empreinte la plus minimale possible pour construire ce bâtiment. Non pas faire disparaître l'espace vert du parc, qui est probablement le dernier parc pour les habitants de la ville. Et nous avons essayé de le concentrer sur un espace particulier. Nous avons créé une zone pour se déplacer, un sentier. Donc là, nous avons créé cet espace sur la place. Et le programme que nous avions était la création d'un musée, d'un monument destiné à commémorer notre indépendance. Et voilà, c'est cela, c'est ce que l'on peut voir, c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé une sorte de place. Et comme je vous l'ai expliqué, l'histoire
prouve que si l'on veut célébrer la liberté, l'indépendance, et particulièrement dans notre cas, eh bien, cela s'est fait avec beaucoup de tristesse, de chagrin et de sacrifice. Donc, la liberté, les rêves, l'aspiration appellent quelque chose d'élevé. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé ce monument qui s'élève vers le ciel. Et quant à la tristesse, ou en tout cas le sacrifice, la perte est quelque chose qui vraiment demande à être enterré. Et voilà, nous avons essayé de faire un musée souterrain. Et la plaza est vraiment le lieu où les gens finalement célèbrent. Mais pour connaître l'histoire, il faut s'enfoncer. C'est donc cette dualité qui existe entre notre indépendance est intégrée aussi bien avec le sacrifice qu'avec la célébration de la liberté et de l'indépendance. Voilà, ce sont des éléments importants, ce sont ceux que l'on peut voir, qui un peu racontent notre histoire. Ici au centre, il y a une fontaine qui rappelle les 9 mois de guerre. C'est comme un voyage, et puis après on monte, ensuite on a le bâtiment qui s'élève, on descend vers le bâtiment, on visite le musée, on voit le mémorial et on va jusque vers la tour élevée. Donc, on y accède par une rampe. Ici, dans cette salle, il y a un petit film, une vidéo qui raconte les faits. Et puis, voilà tout l'espace du musée, une zone sombre, noire. On entre ici. C'est un lieu destiné aux commémorations, particulièrement en mémoire de ceux qui ont disparu, de la lutte qui a eu lieu. Et puis, on s'élève pour en ressortir. Voilà, c'est un projet, particulièrement la tour, et certaines zones de ce projet ont exigé beaucoup de temps, pratiquement 16 ans. Nous avons commencé en 1997 et nous l'avons fini en 2013. En raison des intérêts politiques en jeu, les gouvernements qui se sont succédés au cours de toute cette période. Voilà, c'est une réalisation qui a pris beaucoup de temps. Vous voyez, ce sont des murs en béton, le plafond qui réellement raconte l'histoire de ce projet, qui raconte l'histoire du pays. And the tower, as you go up, et ensuite, vous avez la tour. Cette tour est faite en verre, mais ce n'est pas le verre, le matériau que nous avions voulu au départ. En fait, nous étions à la recherche de la lumière. Nous avons en fait des panneaux et vous avez le verre qui est posé l'un sur l'autre et vous avez ces panneaux de verre qui mesurent à peu près 8 cm qui sont posés les uns sur les autres et donc vous avez une réfraction de la lumière. Le soir, vous voyez la tour. Le soir, vous avez des lumières et la tour est illuminée de l'extérieur. Donc, c'est une tour de lumière. Pour nous,
C'est la lumière qui peut nous montrer la liberté, l'indépendance des personnes. Donc vous voyez la nuit et ensuite le 16 décembre, notre journée nationale. Normalement, vous avez des foules qui viennent pour célébrer à cette tour. Revenons à la ville de Dhaka. Encore une fois, la densité à Dhaka, les immeubles les uns sur les autres. Et c'est également en plein centre du Dhaka que nous avons créé notre mosquée. Vous avez ici la ville de Dhaka et juste à l'extérieur, juste à la limite de la ville de Dhaka, vous avez avec le petit point bleu, le positionnement de la mosquée. Et vous voyez la différence entre 2004 et 2006. Autrefois, c'était une terre cultivable, mais je vous ai dit que Dhaka était une des villes qui grandit le plus vite au monde et tout d'un coup, ça a été transformé de terre cultivable à réellement une région urbaine. Et lorsque on m'a commissionné cette mosquée, on m'a fait comprendre que la ville allait s'étendre jusqu'à la zone où la mosquée devait être construite. Autrefois, vous aviez des images telles que celle-ci, il n'y avait pas de structure, tout était vert, c'était réellement une zone agricole. Et là, vous avez les premières prières qui ont eu lieu sous le jacquier. Et au milieu, vous avez ma grand-mère. Et c'était pendant la première cérémonie où nous avons commencé à travailler sur la mosquée. Lorsque je me suis lancée dans ce projet, bien sûr, il fallait prendre en compte la ville et la transformation de la région, mais il y avait autre chose qui m'interpellait. J'allais construire une mosquée. Comment faire? Et pour moi, c'était très important de retourner au début de ces mosquées. Je me suis donc penchée sur l'histoire de l'architecture des mosquées et vous pouvez voir ici la première mosquée de l'islam. Pendant cette époque, la mosquée ressemblait beaucoup à une maison. Ce n'était pas du tout ce dont nous avons l'habitude de voir aujourd'hui. C'était réellement une maison très, très humble qui était utilisée en tant que mosquée. Mais à travers l'histoire, à travers les années, vous voyez que l'architecture a changé, que l'architecture des mosquées est devenue beaucoup plus riche. À droite, vous avez le basilique à Sofia et encore une fois, vous voyez que la lumière est extrêmement intéressante et je trouve ces deux endroits assez uniques de par la qualité de l'espace et de la lumière. Voici certaines mosquées que vous pouvez trouver au Bengale, des mosquées qui ont été construites lors du XIIIe et du XIVe siècle. Vous avez les premières mosquées ici, bien sûr des mosquées construites en briques, et le format le plus authentique des mosquées, c'est ce format-là. Donc j'avais deux défis. Tout d'abord, la cité, la région urbaine, et mon deuxième défi, c'était que il fallait que je construise une mosquée. Et troisième défi, il y avait les caractéristiques des mosquées chez nous. Aujourd'hui, il est très rare de voir des morphologies de mosquées chez nous. C'est réellement juste un endroit, c'est une espace religieuse, mais il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de charisme. Vous voyez ici un bâtiment résidentiel, des appartements, et vous voyez des petites fioritures qui sortent de nulle part.
Voilà ce avec quoi il fallait travailler. Et donc, c'est exactement ce que nous avons fait. Vous pouvez voir que tout autour de cette mosquée, des bâtiments sont en train de sortir de terre, il y a beaucoup de construction, mais il était très important pour moi de créer vraiment l'atmosphère, l'ambiance d'une mosquée. Ici, vous avez les dessins. À partir du IIIe siècle jusqu'au XVIe siècle, il y avait des monastères bouddhistes, des temples hindous, des mosquées islamiques et bien sûr notre bâtiment du Parlement. Nous nous sommes inspirés de toutes ces formes et j'avais commencé en dessinant ceci. J'avais 75 mètres par 75 mètres comme fondamentaux de ma construction et vous savez que la salle de prière doit bien sûr être orientée vers la Mecque et nous avons légèrement mis ce carré en biais. Donc, nous avons quelque chose qui est carré à l'intérieur d'un cercle. Avec ce projet, qui était un projet qui m'a été donné par ma grand-mère, elle m'a donné la terre, mais également un tout petit peu d'argent, mais nous n'avions pas assez, il fallait trouver du financement. Et pour trouver le financement, pour trouver les fonds, nous avons impliqué la communauté et nous avons pu, grâce à cette implication, collecter les fonds nécessaires. Et j'avais trouvé que ça fonctionnait merveilleusement bien d'inclure la communauté dans cette construction parce qu'à partir de ce moment-là, la communauté pouvait se l'approprier. Lorsque vous faites un projet, surtout un projet public ou un projet qui est pour la municipalité, pour la communauté, il faut les impliquer, il faut que les gens qui habitent aux alentours s'engagent dans ce projet. C'est bien pour eux, c'est bien également pour votre projet. Vous avez ici donc la conception, le dessin, vous avez la cour à l'intérieur, vous avez les ouvertures, vous avez encore une fois ce format de pavillon qui est assez unique chez nous. Et cette mosquée a été conçue en tant que pavillon, ouvert sur les 4 coins, les 4 angles. Vous rentrez, non pas d'une manière directe, vous longez ici à gauche et ensuite il faut tourner pour rentrer à l'intérieur et bien sûr les prières se font 5 fois par jour. Donc lorsque vous arrivez de votre lieu de travail, il faut que votre esprit puisse se focaliser sur la prière. Et nous avons conçu notre mosquée pour préparer les entrants à cette atmosphère, cette ambiance de prière. Puisque nous avons fait appel à la communauté pour le financement, tout ce que vous voyez qui entoure la salle de prière est fabriqué en briques. D'abord parce que cela coûte moins cher, deuxièmement c'est de l'artisanat et troisièmement ce n'est pas difficile de trouver la main-d'œuvre et donc le coût final est moindre. Et c'est pour cette raison-là que nous avons essayé de mettre aussi peu de béton que possible et tout le bâtiment a été plus ou moins fait en briques. Vous voyez que c'est un bâtiment qui va transformer les environs, ce n'est pas encore terminé et il y a beaucoup de bâtiments qui vont être construits aux alentours et dans quelques mois, quelques années, cette mosquée serait invisible. Et c'est à cause de cela que ce qui est important, c'est de se tourner vers l'intérieur de la mosquée et de ne plus s'intéresser à l'extérieur, puisque de toute façon, elle sera bloquée, cachée par les autres bâtiments. Et nous avons ici, encore une fois, la ventilation. C'est un bâtiment qui est extrêmement aéré, très bien ventilé. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle visuel. C'est un espace qui est un espace qui est tourné vers l'intérieur. Et tout ce travail en briques est porteur.
Et ce qu'il y a de plus important pour moi dans ce bâtiment, c'est bien sûr la lumière, puisque nous avions très peu de ressources financières. Il a fallu mettre en exergue la luminosité, la lumière. Je vous ai déjà dit que je me suis retournée pour voir les origines des mosquées et dans l'architecture des mosquées, elles ont existé pour que les peuples se rassemblent. Ce n'était pas au départ uniquement un lieu de prière, c'était un lieu où les gens se rassemblaient. Donc, il faut que, bien sûr, nous puissions prier, mais il fallait également que ma mosquée soit un endroit où les peuples, les personnes pouvaient venir se rassembler, même peut-être remplir certaines tâches administratives. Et à cause de cela, il fallait vraiment une forme qui soit ouverte, qui soit inclusive. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en exergue avec cette mosquée. Il n'y a pas de minaret, il n'y a pas de dôme, ce que nous voyons normalement sur des mosquées. Les personnes ont tendance à penser que chaque mosquée doit avoir un minaret ou un dôme, mais ce n'était pas vrai à l'origine des mosquées et de l'architecture des mosquées. Je n'ai donc pas mis de symboles, d'éléments symboliques du tout. J'ai essayé de créer quelque chose qui était aussi proche des mosquées d'origine. Et ce que j'ai voulu créer, c'était un espace spirituel. Pour ce faire, la lumière m'importait. La lumière devait être l'élément majeur de cette mosquée. C'est grâce à la lumière que nous avons ce sentiment de spiritualité. Et comme je vous ai dit, nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais la lumière est gratuite. Et nous avons donc essayé de travailler autant que possible avec cette lumière gratuite. Nous avons également l'habitude de voir ce genre d'image dans une mosquée, c'est des gens qui prient. Mais voilà ce que nous avons au sein de notre mosquée. Vous voyez que la salle de prière n'est pas exclusivement dédiée à la prière. Ici, nous avons un déjeuner. Farooq Darakhshani, c'était... Nous avons pu offrir un déjeuner très sympathique il y a quelques jours. Donc, notre mosquée n'est pas uniquement une mosquée exclusive, c'est devenu une mosquée inclusive. Et je passe maintenant à mon dernier projet, et c'est un projet qui se trouve à l'extérieur de Dhaka. Alors, j'ai l'habitude de travailler à Dhaka, mais là, pour une fois, je travaille sur un projet dans le sud du Bangladesh. Dans cette partie au sud, vous voyez la forêt de palétuviers. Ça s'appelle les Sundarbans. Et c'est là où vous trouvez notre fameux tigre. Et voici le site de notre projet. C'est un village vacances et ça s'appelle l'Eco Resort. Alors, l'idée, c'était de faire venir les touristes, les vacanciers qui allaient arriver par les rivières, peut-être passer une nuit en route et ensuite arriver dans notre village. Puisque c'est une zone c'est un delta, vous voyez que c'est très, très vert, c'est très fertile. Vous voyez les différents villages et voici notre site. Là, nous avons une rivière. Ici encore une toute petite rivière qui passe et notre site se trouve au milieu. Alors pour ce projet, mon client est une Américaine qui est venue à Bangladesh avec
avec une subvention et elle est tombée amoureuse de notre pays. Alors, elle n'avait pas de terre, elle n'avait juste l'idée et je lui ai dit que j'allais commencer à chercher avec elle. Nous avons voulu mettre en exergue la culture bengali. Et voilà, après 2 ans de recherche pour trouver des endroits, pour trouver le site parfait, nous avons finalement trouvé ce site ici. Ma cliente américaine a bien sûr dû trouver des investisseurs, mais finalement, elle a pu rassembler tout un groupe d'investisseurs qui étaient prêts à se lancer dans le projet. Après 4 ans, donc, nous avons trouvé le terrain, nous avons trouvé les investisseurs, nous étions prêts à commencer. Voici à quoi ressemble ce site. Une fois que vous quittez Dhaka, vous voyez que c'est merveilleux. C'est de toute beauté. Vous avez les rizières, vous avez les rizières qui sont vertes, mais lors de la période hivernale, tout devient jaune avec les plants de moutarde. Et vous voyez que la vie est autre chose. La vie est lente. Ça n'a rien à voir avec la ville de Dhaka. Pendant la phase préparatoire de mon projet, je ne savais pas très bien ce qu'il fallait faire comme dessin, comme projet lui-même. J'ai été quand même formellement éduquée dans l'architecture et l'architecture urbaine. Je ne savais pas très bien quoi faire dans un site tel que celui-ci. Et j'ai donc décidé de regarder la terre, de regarder le paysage et de voir ce qui existait déjà. Bangladesh, la campagne en Bangladesh est très belle. C'est l'esprit, c'est l'âme des deltas. Et pour moi, ça aurait été criminel d'envahir ce silence avec un bruit assourdissant de l'architecture. Avec ce projet, nous avons pu ramener la fierté et la croyance dans la sagesse de la terre, du paysage qui existait depuis des centaines d'années dans cette zone de delta. Nous avons donc décidé de retourner sur site, de parler avec les personnes qui existaient, qui habitaient et travaillaient pour mieux comprendre la sagesse profonde qui est liée à la terre. Et vous voyez ici la terre elle-même, vous avez des petits criques, vous avez des petits canaux qui ont été faits par l'homme et normalement c'est de cette façon-là que les gens commencent à construire. Puisque cette zone de delta est absolument plate, ils creusent pour trouver de l'eau et avec la terre qui est déplacée, qu'ils mettent sur le côté, ils peuvent créer des monticules et sur ces monticules, ils érigent leurs maisons. Les maisons sont plutôt juste de petites pièces, tout ensemble. Ces maisonnettes sont construites avec de la boue, parce que c'est tout ce qui existe dans le pays. Et nous avons décidé de travailler donc avec la boue, avec le bambou et bien sûr avec des toits en chaume. Nous avons fait notre étude qui a duré quasiment 1 an. On avait des stagiaires qui venaient de toutes parts. Nous avions des étudiants qui sont venus de l'université de Cornell, qui ont beaucoup travaillé en amont sur ce que nous pourrions faire dans ce village. Si vous regardez ces images, vous voyez
ces toits. Alors, ces toits sont uniques du Bengale. Ça existait à l'ère des Mongols, ça existait après. C'est une forme de toit qui est unique au Bengale. Ça fonctionne très bien avec la mousson. Ça permet à l'eau de se disperser très rapidement et c'est quelque chose que nous ne voyons plus chez nous. Ça a complètement disparu. Et c'est pour cette raison-là que nous avons décidé de refaire vivre cette forme de maisonnette avec ce toit-là. Ici, vous avez un dessin qui a été fait par un enfant. Chaque enfant au Bengale dessinerait sa maison de cette façon-là. C'est très unique. Ici, vous avez les différents éléments que nous pouvons trouver ou les différents matériaux que nous pouvons trouver aux alentours et nous avons donc créé des sentiers qui imitent la formation de la rivière et ensuite nous avons éparpillé nos petites cabanes, nos petites maisonnettes partout dans le village. Vous avez en fait, c'est un type bungalow et les vacanciers pouvaient rester dans ces bungalows. Encore une fois, vous avez de l'espace, un flux de l'espace d'un bungalow à l'autre. Nous avons donc dessiné, vous avez des salles de bain qui sont liées avec un véranda. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons donc dessiné les plans et ensuite nous avons demandé, invité les gens, les locaux de venir construire ce village vacances. Encore une manière de se l'approprier. Il ne s'agit pas uniquement de construire un projet, il faut également que les personnes qui habitent la région puissent se l'approprier et puissent appartenir à ce projet. Vous voyez ce jeune homme sur une bicyclette, il fait partie de beaucoup de jeunes qui avaient tendance à partir à Dhaka pour chercher leur fortune à Dhaka, mais nous avons essayé d'encourager ces jeunes de rester dans leur village, de rester avec nous ici pour construire ce projet, pour se réapproprier une fierté de leur village. Voici son paysage. Ça, c'est la famille du jeune homme que vous avez vu sur la bicyclette. Son grand-père fait de la poterie, mais c'est la seule personne qui savait faire de la poterie. Le jeune homme ne le savait pas. Il n'avait pas le talent, il n'avait pas les connaissances. Et nous avons commencé à travailler avec ce jeune homme et nous lui avons encouragé à utiliser des poteries, en fait. Il est retourné voir son grand-père, donc nous avons pu reconnecter les deux générations, le grand-père et le petit-fils a appris à faire de la poterie. Voilà comment le projet a démarré. Nous avons commencé avec des briques séchées au soleil. Nous avons travaillé avec la boue, du plâtre. Et notre plâtre est fabriqué avec de la boue, comme les briques. Ensuite, nous travaillons avec le bois, le bambou et la chaume. Et ce sont les locaux qui érigent, qui construisent ces différentes maisons. Alors voilà, j'ai mon consultant de toit qui est en train de faire les toits en chaume. Là, nous avons notre jardin bio. Nous avons notre consultant de boue également. Et ici, vous avez une petite réunion de chantier. Alors,
Je ne sais pas si vous avez un nom pour ce type d'architecture parce que, franchement, je n'y apparais pas. Moi, ici, je m'appelle l'architecte invisible pour ce projet parce qu'en réalité, c'est une réalisation faite par les locaux. Je crois que c'est une excellente réponse à un tel projet parce que ma formation ne m'a pas donné le pouvoir, de construire quelque chose là-bas. Mais ce qui en ressort, franchement, me satisfait énormément parce que cela ressemble terriblement à tout ce territoire, étant donné que les maisons en adobe, en boue, ce sont celles des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et quand les gens ont un peu d'argent, ils commencent à construire des maisons avec des briques de 5 pouces qui sont et ce sont des murs très légers. Mais ici, ce sont des murs très épais. Ils sont magnifiques, pas simplement esthétiquement, mais du point de vue de respect de l'environnement, c'est remarquable. Donc voilà, c'est un peu le symbole de cette pauvreté. C'était quelque chose sur lequel nous voulions travailler, c'est-à-dire cela rappelle cette notion de la fierté que l'on peut en tirer. Donc c'est la terre locale qui a été travaillée. Voilà, pendant la mousson. Et voilà, eh bien c'est ce que je voulais vous raconter. Merci beaucoup, merci de votre écoute.